si j'ai donc l'impression de faire aussi souvent des conférences Nouvelle Écologie, c'est peut-être un indice parfaitement clair de ce que le collectif en question est extrêmement vivace dans notre département, et je crois que le mérite en revient très largement à Gauthier Boucher, qui effectivement fait vivre ce collectif. Quelques mots supplémentaires, peut-être pour cadrer les choses, mais vous êtes plus ou moins déjà les uns les autres informés. Les collectifs du Rassemblement Bleu Marine, parce qu'ils dépendent du Rassemblement Bleu Marine, ont été mis en place dans une perspective d'abord qui est celle que nous soyons présents sur tous les sujets. Ce qui est extrêmement important, c'est-à-dire qu'on parle souvent de la nécessaire professionnalisation de notre mouvement. Celle-ci est notamment passée par le fait que nous soyons audibles sur des questions sur lesquelles, auparavant, nous ne nous exprimions pas, d'autant plus qu'effectivement, les médias tendent à vouloir nous cantonner sur des thématiques qui sont extrêmement réduites. Donc, il importait que nous parlions d'école, que nous parlions d'écologie. Et puis, par ailleurs, les collectifs eh bien, ont eu une autre finalité. Je parle un peu au passé parce qu'on a tout de même atteint un point d'aboutissement. C'est de contribuer dans leur domaine de compétences au projet présidentiel. Le projet présidentiel, donc coordonné par Jean Messia, a eu deux sources principales. D'une part, les travaux des collectifs, et d'autre part, les travaux des comités d'action programmatique, qui sont une structure interne au Front National. Et donc, si j'ai bien retenu le thème de votre intervention de cet après-midi, vous allez donc nous présenter les engagements de Marine Le Pen auxquels vous avez contribué sur la question de l'environnement et de l'écologie. Tout à fait exact. Voilà, je vous laisse la parole. Merci Alain. Merci beaucoup Alain. Merci à tous, chers amis, pour votre venue nombreuse à cette conférence, à cette nouvelle conférence du collectif Nouvelle Écologie, sur un sujet qui est important, qui est une part essentielle de tout programme présidentiel, qui ne peut pas simplement être une petite catégorie dans un programme, c'est notre programme environnemental. Et Marine a travaillé ces derniers mois, vous l'avez peut-être vu avec sa convention sur l'écologie en décembre, elle a travaillé depuis plusieurs mois sur quelle était sa vision de l'écologie en général, qui est un sujet transversal, qui touche à notre santé publique, à notre agriculture, à notre manière de faire ou de ne pas faire la transition énergétique. Et nous allons vous détailler tout cela ce soir, en axant notre conférence plutôt sur l'aspect industriel et énergétique. Vous faire comprendre que l'écologie n'est pas l'ennemi de l'économie, que l'écologie n'est pas l'ennemi de l'industrie. Il peut y avoir une industrie verte et que ce ne sont pas simplement des mots, mais que ça peut être une réalité qui soit profitable pour les emplois des Français, qui soit profitable pour notre environnement. Alors Eric et moi-même, nous allons vous expliquer quelles peuvent être ces industries vertes, ces énergies vertes, et puis on vous dira aussi finalement ce que nous voulons faire, bien sûr, quand Marine sera élue demain, au mois de mai, puisque nous ne voulons pas faire aussi. Voilà, tout ce qui n'est pas écologique, qui parfois peut se présenter comme écologique, mais qui n'est pas écologique, nous vous l'expliquerons dans cette conférence qui sera, je l'espère, suivie d'un temps d'échange nourri. La dernière fois, en février, on avait eu à peu près 1 heure de conférence et 40 minutes d'échange. C'était très fructueux, c'était très intéressant. J'espère qu'on va avoir ce temps d'échange. Je vous souhaite à tous bonne conférence. Merci pour votre accueil, merci à Alain, merci à Gauthier. Il fait très plaisir de venir une nouvelle fois à Nantes. Je suis toujours très bien accueilli. Il y a toujours du monde au rendez-vous, donc ça fait plaisir. D'ailleurs, pour ce qui est des collectifs, en tant qu'homologue dans le sens au niveau collectif et au niveau du secrétaire départemental, tu es bienvenu quand tu veux dans le département de la Somme pour animer une conférence sur l'école. Non, ça fait très plaisir d'être ici. C'est la première conférence du genre qu'on fait pour cette campagne. On a mis beaucoup de temps depuis la création du collectif en fin 2014 pour pouvoir affiner notre projet, affiner les idées qu'on a sur un certain nombre de points, puisque, comme Gauthier a eu l'occasion de le dire, les collectifs sont des sujets extrêmement vastes, extrêmement transversaux. Et effectivement, Marine a présenté lors des assises présidentielles début février son programme, ses 144 propositions. Alors 144 propositions, ça ne peut pas être exhaustif sur tout ce qu'on va faire, mais déjà ça donne une bonne idée de la vision générale et des impulsions et des priorités que Marine a identifiées pour notre pays.
et en l'occurrence d'un point de vue écologique. Donc on va vous détailler un certain nombre de mesures principales. Il ne faudra vraiment pas hésiter à la fin à poser des questions. C'est vraiment important déjà pour vous et même pour nous sur les différentes manières de communiquer, sur les différentes manières de préciser ce qui dans notre tête est clair parce qu'on a travaillé dessus depuis des années. Alors, Marine, en gros, elle a fait une dizaine d'engagements sur les 144 engagements. Elle a fait une dizaine d'engagements sur le thème de l'écologie et de l'environnement général. Vous avez un gros bloc d'engagement sur la thématique ruralité et agriculture. Vous avez un gros bloc d'engagement sur tout ce qui est en gros vivre mieux dans une France durable et lutter contre les dérégulations, que ce soit les dérégulations du système financier qui entraînent un certain nombre de choses, dont ces méga traités commerciaux dont nous ne voulons pas, CETA, TAFTA. Et puis vous avez un gros bloc d'engagement sur notre vision de la transition écologique et énergétique. Une énergie meilleure et une source d'emploi pour que nous soyons plus indépendants et plus libres demain. Et vous avez sans doute eu connaissance, vous avez sans doute peut-être l'intuition depuis un certain temps déjà de ce que peut être la position de Marine, à la fois sur les énergies renouvelables, puis sur les énergies plus classiques, on va dire, comme par exemple le nucléaire, même si l'énergie nucléaire c'est renouvelable. Mais cette position, elle peut être caricaturée. Donc nous allons aussi vous l'expliquer avec pédagogie pour qu'on essaye d'évacuer un certain nombre de on-dit, à la fois sur la position de Marine, et puis parfois aussi des on-dit sur le fait que le FN, enfin les patriotes ne s'intéresseraient pas à l'écologie. On va vous prouver ce soir que toutes ces choses ne sont pas vraies. Et on voudrait, je pense déjà, sortir de ce dogme qui existe surtout à gauche, un petit peu à droite, mais surtout à gauche, du fait qu'il faudrait à tout prix sortir du nucléaire, parce qu'une transition énergétique complète passerait obligatoirement par la sortie du nucléaire. Ce sont des positions qui sont partagées surtout à gauche, pas unanimement à gauche d'ailleurs. J'ai eu la surprise de le constater en faisant des petites recherches sur ce que disaient les différents candidats de gauche. Les trois quarts des candidats de gauche sont pour une sortie du nucléaire, mais on a quand même des candidats qui sont sur des positions un peu plus classiques, parce qu'ils jugent que le nucléaire c'est un gisement d'emploi. Ils ne sont pas plus honnêtes pour autant, je vous rassure. Et seule Marine propose une vision complète de la transition énergétique. Parce que l'énergie nucléaire, et Marine le répète depuis des années, au moins depuis 2 ans à la constitution de ce collectif, l'énergie nucléaire, c'est 3/4 de l'énergie actuellement produite en France. Et Eric vous l'expliquera mieux que moi d'ailleurs sans doute, puisqu'il a cette meilleure connaissance sur ce sujet, c'est quelque chose que nous devons à cette première transition énergétique qu'il y a eu dans les années 70, sous De Gaulle et Pompidou, qui était la transition électronucléaire, qui fait que nous avons bâti une 50aine de centrales, que nous nous demandons actuellement si nous devons allonger la vie de ces centrales, mais ces centrales nous ont rendus indépendants énergétiquement. C'était une énergie à bas coût, c'était une énergie relativement fiable, même si on connaît tous, je vais dire la part sombre, mais la part négative du nucléaire, qui sont les risques, que nous avons tous expérimentés récemment, que nous avons tous vus à la télévision à Fukushima, et dont nous avons tous le souvenir à Tchernobyl. Il ne faut pas que ces accidents, qui sont certes spectaculaires, nous conduisent à penser que le nucléaire, il faut tirer un trait dessus, en négligeant la question de l'emploi et en négligeant même la question de la transition énergétique. Parce que, Eric vous le montrera, le nucléaire participe pleinement à notre transition énergétique. Déjà parce que les centrales nucléaires, ça rejette de la vapeur d'eau. Alors même encore une fois, si les déchets paraissent spectaculaires parce qu'ils durent pendant des dizaines de milliers d'années, c'est quand même une énergie moins polluante. Et cette sortie totale ou progressive du nucléaire que vous promettent les candidats de gauche, les Hamon, les Mélenchon, et même durant les primaires de la gauche, M. de Rugy, par exemple, qui a rejoint Macron, qui pourtant, M. Macron, c'est un nucléariste, comme on dit, c'est quelqu'un qui, voilà, il veut le nucléaire, on ne va pas le condamner pour ça, mais M. de Rugy n'est pas une incohérence près. Eh bien, les différents candidats de gauche, ils ne vous expliquent pas, ils ne nous expliquent pas que si on abandonne le nucléaire, souvent ils proposent à horizon 2030 ou 2050, mais peu importe, quand on abandonne le nucléaire,
ça a un coût financier et ça a même un coût environnemental. Un abandon du nucléaire, ça serait un coût à peu près de 10 milliards d'euros par an d'ici 2025, et le coût s'accélérerait entre 2026 et 2035 de l'ordre de 14 milliards d'euros par an. Et un abandon total du nucléaire, au final, ce sera à peu près 200 milliards d'euros de coûts par an. Parce qu'il y a la fermeture des réacteurs, et puis il y a des coûts qui sont finalement indirects, qui sont liés à notre perte de compétitivité. Si demain nous devons nous séparer, arrêter le nucléaire, il y aura un coût en termes de perte de compétitivité et des coûts qui sont plus abstraits, qui sont difficilement mesurables. Ce sera peut-être beaucoup plus que 200 milliards d'euros parce qu'il y aura finalement une perte d'image pour l'industrie française, pour des pionniers de l'industrie française, EDF, Areva, qui ont peut-être leurs petits défauts, mais qui sont quand même des pionniers de l'industrie française dont nous aimerions, au moins pour EDF par exemple, qu'ils redeviennent pleinement publics. Ça va être un des objets de notre conférence de tout à l'heure. Et puis il y aurait un coût environnemental parce que cette énergie nucléaire dans laquelle la France est engagée dans les années 70, il permet à notre pays d'avoir un mix énergétique qui est largement décarboné. Voilà. C'est pas encore parfait, mais on y parvient petit à petit. Et avec Marine, les choses iront plus vite parce qu'il y aura une stratégie volontariste d'un État, encore une fois, stratège et aménageur dans toutes ses politiques publiques, y compris les politiques publiques environnementales, y compris les politiques publiques énergétiques. On cessera d'avoir cette vision un peu brouillonne où les régions, les collectivités locales s'emparent des sujets énergétiques et d'autres sujets et font finalement un peu n'importe quoi. Avec Marine, ce sera l'État stratège et ça aura des effets positifs, y compris sur le nucléaire. Et Marine, une de ses mesures phares, un de ses grands engagements de campagne, il me semble que c'est l'engagement 134, c'est d'engager vis-à-vis du nucléaire ce qu'on appelle le grand carénage. Alors les Français ne sont pas forcément très familiers de ce terme de grand carénage. Moi-même, je le confesse, j'ai appris ce mot il y a quelques semaines, mais je me suis intéressé à la question. Le grand carénage, c'est se questionner tout simplement sur quelle est la durée de vie des centrales. Est-ce que des centrales qui ont à peu près 40 ans de vie maintenant, même 50 ans je pense pour les plus anciennes, est-ce qu'on les maintient encore? Est-ce qu'on allonge cette durée de vie pour qu'elle dure 60, 65 ans? Eh bien, Marine Le Pen veut engager ce qu'on appelle le grand carénage, puisque c'est quelque chose que font les autres pays. Alors, ce n'est pas parce qu'un autre pays fait quelque chose qu'on doit limiter. Je vous invite à réfléchir, par exemple, sur un autre domaine qui concerne l'environnement, qui est la politique agricole. Est-ce que nous devons faire comme les autres pays, d'être toujours dans un rapport productiviste à l'agriculture, d'être toujours dans le principe de responsabilité et pas dans le principe de précaution? Non, nous devons conserver, peaufiner notre modèle français. Mais dans certains domaines, on peut s'inspirer des expériences d'autres pays, comme le grand carénage. Et le grand carénage, eh bien, ce n'est pas quelque chose sur lequel on serait isolé, puisque, que ce soit dans des pays aussi différents que les États-Unis et la Suisse, la Belgique et le Royaume-Uni, en passant par la Suède, ils ont expérimenté des tentatives plus ou moins abouties de grand carénage. Et en France, je note que c'est quelque chose qu'EDF étudie depuis 2008. À la fois la faisabilité technique et la faisabilité économique du grand carénage. Donc ça n'est pas quelque chose qui serait impossible à faire. Et à ce titre, encore une fois, l'incident récent, c'est plus si récent maintenant, c'est à 6 ans, mais l'incident récent de Fukushima ne doit pas nous inhiber politiquement en nous disant il ne faut plus faire de nucléaire. Parce que d'ailleurs, quand on dit il ne faut plus faire de nucléaire civil, en général, il y a des petits malins qui disent aussi il ne faut plus faire de nucléaire militaire. Et là, on touche à des problèmes de souveraineté de la France qui sont très graves. Là, je vous parle de la souveraineté énergétique, mais notre souveraineté diplomatique et militaire, c'est encore plus grave. Donc, à mon avis, il ne faut pas toucher à ces choses-là. Il faut, par exemple, et Eric vous l'expliquera aussi bien ou mieux que moi, il faut que l'État ait un contrôle, et notamment un contrôle dans EDF. Il ne s'agit pas d'une étatisation bête et méchante, mais encore une fois, d'une volonté d'avoir un État stratège et aménageur au bénéfice de tous, y compris des contribuables, puisque avec Marine, quand l'État
reprendra pleinement le contrôle d'EDF, et bien accessoirement, les factures seront moins chères, parce qu'il y aura plus d'explosion des tarifs qui est liée à la privatisation des énergies. Alors je pense qu'Éric va nous parler maintenant plus largement de notre mix en ENR, énergie renouvelable. Bon, il y a plusieurs choses déjà. La première, on parle d'énergie renouvelable, on parle de climat, on parle de pollution, on parle de plein de choses. Mais avant de savoir vers quelles énergies on veut aller, la façon de voir les choses et les choix industriels qui devront être mis en place pour pouvoir y parvenir, il faut se poser les questions des enjeux. Quels sont les enjeux qui sont derrière les différentes énergies et la transition énergétique? Aujourd'hui, notre façon de vivre, de produire, de nous déplacer a un certain nombre d'atouts et d'avantages à titre individuel. C'est très pratique d'avoir une voiture quand on habite à la campagne notamment pour pouvoir aller en ville. Enfin, je suis promis à faire beaucoup de kilomètres en voiture parce que j'habite à la campagne en Picardie. On est très content de pouvoir prendre l'avion, on est très content d'avoir une énergie électrique qui est parmi les moins chères d'Europe et qui est d'ailleurs un atout compétitif majeur pour l'industrie qui, je sais, est un sujet qui est très cher aux patriotes de Loire-Atlantique et à Gauthier en particulier et aux Nazériens. Et le mix énergétique français, comme Gauthier a pu le dire, nous permet d'avoir des prix pour l'énergie électrique très accessibles et une relativement bonne indépendance nationale au niveau de notre approvisionnement électrique. Donc ça, de ce côté-là, c'est plutôt des choses qui sont relativement positives. Par contre, du point de vue des transports et du point de vue de tout ce qui utilise les énergies carbonées, là, il y a énormément de problèmes. Qu'est-ce que c'est que les énergies carbonées? Déjà, c'est les énergies, comme beaucoup d'entre vous le savent sûrement, qui produisent ce qu'on appelle du dioxyde de carbone, du CO2, du gaz carbonique, c'est la même chose. Donc typiquement, c'est essentiellement le charbon, le gaz et le pétrole. Et manque de chance, c'est les énergies qu'on importe le plus. Et selon les années, selon les cours du pétrole, ça coûte à peu près entre 50 et plus de 70 milliards d'euros par an, déficitaire, parce que 98 ou 99% des hydrocarbures consommés en France, c'est importé. Donc ça nous coûte très cher et ça nuit, c'est le plus gros caillou dans la chaussure de notre déficit commercial, mais qui ne devient plus un caillou dans la chaussure, qui est en train de devenir une brouette qui plombe notre économie. Ces énergies ne sont pas renouvelables et nous n'avons pas vraiment la main sur le coût qu'elles ont. Donc vous avez pu le voir ces dernières années. Là, on a eu un pétrole plutôt bas, mais vous savez très bien que ça peut remonter, redescendre quasiment au gré des vents ou des volontés géopolitiques, ce qui pose un vrai problème pour notre économie et pour nos emplois sur le long terme. Le fait de ne pas savoir combien coûtera le pétrole et le gaz qui est lié au prix du pétrole dans 5 ans, dans 10 ans, ça pose un vrai problème aux acteurs économiques. Ce sont des énergies qui sont extrêmement polluantes. Alors, il y a évidemment, on pense à ce qui est de la COP21 et du réchauffement climatique, qui sont des problèmes que Marine prend complètement en compte. Et aussi, pour ce qui est peut-être plus visible, qui impacte plus directement la vie des uns et des autres, c'est tous les problèmes de pollution atmosphérique au niveau de la santé, puisque aujourd'hui, les chiffres sont un peu différents d'une étude à l'autre, mais on estime qu'il y a entre 40 et 50 000 personnes par an qui meurent dues à la pollution atmosphérique. Il y a différentes sources, que ce soit de particules fines, d'oxyde d'azote et d'autres polluants, mais parmi ces polluants, et notamment pour les grandes villes, pour les grandes agglomérations, et c'est le cas de villes de la taille de Nantes et d'agglomérations de la taille de Nantes, c'est pour ce qui est des grandes villes, le transport et les transports, les transports notamment automobiles et les transports routiers, créent des dizaines de milliers de morts par an et créent des personnes qui ont de l'asthme. Typiquement, l'asthme, il y a un siècle, il n'y avait pas du tout autant d'asthme qu'aujourd'hui, depuis la généralisation de la voiture. Avant, l'asthme, c'était quelque chose de beaucoup plus rare, à part vraiment autour des usines les plus polluantes. Donc ça pose un vrai problème de santé publique.
Et je vous ai parlé du coût de ces énergies, mais c'est aussi un problème en termes d'indépendance nationale, puisque comme par définition, on doit importer toutes ces énergies, notamment pour ce qui est du pétrole, on doit l'importer d'États, notamment au Moyen-Orient, qui ne sont pas forcément nos meilleurs amis sur le plan géopolitique, je ne vais pas vous faire un dessin, qui ne sont pas non plus des États avec qui on a envie de se rendre un maximum dépendant. Eh bien, on peut continuer comme ça sans avoir de plan de transition énergétique. On peut être là et véhément et dire on n'est pas content de la politique étrangère du Qatar, on n'est pas content de la politique étrangère de l'Arabie Saoudite, on n'est pas content des diverses ingérences. Eh bien, c'est bien gentil de dire ça et on a raison de le dire, mais il faut en tirer les conséquences en se passant au plus vite de leurs atouts énergétiques, en devenant indépendant de ce point de vue-là. Donc le projet de marine de transition énergétique fait le choix de décarboner l'économie. Donc effectivement, comme Gauthier a pu le dire, plutôt que comme un certain nombre de personnes à gauche, ou à ni droite ni gauche, en marche, ouais, c'est ça, en marche arrière, qui voudraient revenir sur la transition énergétique électronucléaire de De Gaulle et de Pompidou. Donc là, pour le coup, c'est vraiment en marche arrière. Nous, on considère qu'il n'est pas possible, et effectivement, il vaut mieux, c'est toujours mieux d'avoir des énergies. Si on pouvait avoir 100% de solaire et qu'il n'y ait jamais de soucis, et qu'on pourrait en avoir même la nuit, etc., on signerait sans souci. Le fait est qu'on ne peut pas à la fois, en même temps, se passer des énergies carbonées et en même temps se passer du nucléaire. Il faut faire un choix, et nous, on privilégie comme priorité d'abord les énergies carbonées, ensuite on peut discuter, mais vous allez voir, notamment pour ce qui est des transports, on aura besoin du nucléaire dans les décennies à venir pour justement les transports. Parce qu'aujourd'hui, Gauthier, je ne crois pas que Gauthier ait dit les chiffres, mais aujourd'hui, on a à peu près un petit peu plus de 3/4 de notre électricité consommée qui est issue du nucléaire. On est le pays qui a le plus, la plus grande, on est le premier pays d'énergie nucléaire au monde, et on est le premier pays en termes de pourcentage dans le mix électrique. Donc la partie électrique française est très peu polluante, notamment en matière de pollution atmosphérique ou d'émissions de gaz à effet de serre. Puisque en plus de ça, il faut rajouter les barrages qui sont une super énergie et qui ne coûtent pas très cher et que Macron veut privatiser d'ailleurs. Et quelques énergies d'appoint, notamment les centrales thermiques qui donnent de l'énergie électrique quand les autres énergies ne peuvent pas les fournir rapidement, mais bon, ça reste assez dérisoire. Par contre, au niveau des transports, et les transports c'est à peu près la moitié de l'énergie totale consommée, pour ce qui est des transports, là on est sur une énorme majorité de l'énergie des transports, que ce soit avion, voiture, transport routier, qui sont des transports à base d'hydrocarbures, et notamment à base de pétrole. Et ça pose un problème sur tous les sujets que j'ai pu dresser jusqu'à présent. C'est pourquoi Marine, l'un de ses plans principaux, que ce soit en matière d'écologie, mais aussi en matière industrielle plus généralement, c'est de reprendre sa souveraineté au niveau de l'Union européenne pour pouvoir que la France joue pleinement son rôle d'État stratège et lance un grand plan de développement des piles à combustible hydrogène et des technologies de l'hydrogène en général, qui permettra de mettre en place des filières françaises, puisqu'il y a déjà des entreprises qui existent, des entreprises très talentueuses comme la France sait en faire. On est le meilleur pays pour former des ingénieurs, on a des cerveaux très bien faits qui ont déjà des idées, qui n'attendent que d'avoir de la volonté politique pour pouvoir avancer dans cette direction-là. Et donc développer la pile à combustible hydrogène pour équiper nos véhicules, et donc le tout sur des filières françaises produites en France, puisque passer à des véhicules qui utilisent de l'électricité stockée par cette technologie, c'est bien, mais si on doit importer ces piles à combustible hydrogène, si on doit les importer de je ne sais quel pays étranger, eh ben on remplace la dépendance au pétrole du Qatar par les piles à combustible d'un autre pays. Donc nous, on veut un projet de liberté de la France et d'autonomie de la France en matière stratégique et d'énergie. Donc on veut être indépendant et on veut créer des filières d'emploi françaises sur ces sujets-là. Mais c'est toujours pareil.
Ça permettra pour tout ce qui est notamment automobile, ces technologies existent déjà. Il y a déjà des véhicules qui existent à pile à combustible hydrogène, notamment les Japonais qui ont été parmi les premiers à se mettre sur le sujet. Ces technologies existent. Les prix ont considérablement baissé ces dernières années. Et le jour où ces véhicules seront produits à 100 000 véhicules par an, donc ce sera dans quelques années selon les pays, là on atteindra un prix de la voiture à la sortie de l'usine qui sera complètement comparable au conventionnel. Aujourd'hui c'est un peu plus cher et c'est pour ça qu'on a besoin d'un État stratège, parce que si on attend qu'une grande filière de voitures à hydrogène se mette en place en France, on peut attendre très très longtemps et il y aura déjà nos concurrents internationaux qui nous auront battus sur ce sujet-là et sur ce thème-là, et ceux qui vont rouler la pile à combustible hydrogène, ils devront acheter japonais ou autres. C'est pour ça, en France, de toute façon, les grands projets industriels, depuis Colbert et même depuis avant, viennent avec l'impulsion de l'État, et donc c'est pour ça que Marine poussera dans cette direction. Mais donc on aura encore besoin du nucléaire, parce qu'il faudra bien de l'électricité pour mettre dans ces voitures, pour pouvoir se passer des hydrocarbures. Un autre projet que Marine pousse, et alors là de ce côté-là, je regardais tout à l'heure le programme de M. Macron notamment. Alors je ne sais pas si vous avez eu l'occasion d'y jeter un coup d'œil, mais sur énormément de sujets, il a eu tendance à un petit peu copier, un petit peu faire du Canada Dry, comme on dit, de notre programme. Je lis. Tac. Oui. Il propose, et c'est ce qu'on propose depuis plus longtemps que lui, d'isoler les bâtiments et de faire une politique volontariste d'isolation des bâtiments, ce qui est une bonne chose. Le fait est que nous, et tous les candidats le proposent aujourd'hui, mais nous, on est les seuls à pouvoir le proposer réellement et à grande échelle, puisque aujourd'hui, pour pouvoir faire des travaux d'isolation d'un bâtiment, ça coûte assez cher et ça met très longtemps à être rentabilisé par les économies d'énergie, parce qu'il faut rembourser le prêt qui a été fait à la base pour les investissements dans ces travaux-là. Et bien Marine Le Pen, avec une France souveraine qui aura repris le contrôle de sa banque centrale, pourra permettre, pour des investissements qui sont efficaces et de long terme, comme ce choix-là, financer à taux zéro ou à taux minime par la Banque centrale qui sera revenue dans le giron de l'État, ces travaux massifs d'investissement. Ça sera des emplois en masse sur notre territoire, évidemment sans travailleurs détachés, ce qui fait notre différence avec Macron très probablement, et qui sera on ne peut plus vert, puisque l'énergie, et ça Marine Le Pen l'a toujours dit et on ne le dira jamais assez, l'énergie la plus verte c'est celle qu'on ne consomme pas, et à nous de faire ces travaux, puisque il faut savoir que les bâtiments, que ce soit immeubles ou habitats individuels, notamment ceux qui datent d'avant les années 70, sont des véritables passoires énergétiques, et c'est un enjeu majeur de s'occuper de ça. Et donc tous ceux qui veulent faire ça sans avoir l'arme de la Banque centrale ne pourront pas le faire à grande échelle, parce que ça coûtera une fortune. Il faut avoir des taux d'intérêt qu'on maîtrise sur ça. Et contrairement à la Banque centrale européenne, aujourd'hui avec le fameux quantitative easing, l'assouplissement quantitatif, nous, l'argent qu'on injecte de la Banque centrale dans l'économie, c'est pour financer des secteurs qui feront des économies, notamment pour les classes populaires, qui feront de l'emploi, et ce ne sera pas pour aller financer et recaver les casinos de la finance internationale pour leur donner des liquidités et pour les sauver. Donc ce projet, on est le seul à pouvoir les faire convenablement, puisque c'est impossible à faire dans le carcan européen, puisque, comme vous le savez tous, il est interdit par les traités européens de faire des politiques industrielles vertes ou pas, en l'occurrence on en propose des vertes. Il est interdit de faire ça en Union européenne parce que c'est contraire au dogme de la concurrence libre et non faussée, et cet interventionnisme serait problématique pour la zone de libre marché européen. Ben nous, on n'est pas d'accord avec ça. On veut pouvoir mettre des normes en matière agricole, on veut pouvoir mettre des normes en matière de production des produits manufacturés, et on veut pouvoir produire, consommer comme on le souhaite chez nous. Pour ce qui est d'EDF, et pour finir sur la partie sur le volet
EDF et nucléaire. Donc, on a parlé du grand carénage, on continue sur le nucléaire, mais attention, aujourd'hui, alors c'est en plus, effectivement, il y a eu l'anniversaire, le triste anniversaire de Fukushima ces derniers jours. Comment ? Le 11 mars. Exactement. Bon, alors déjà, c'est quelque chose, ce qui s'est passé est absolument dramatique et c'est symptomatique de ce qu'il ne faut pas faire dans la gestion d'une industrie nucléaire et notamment la privatisation. EDF a été privatisé à vitesse grand V ces dernières années. Aujourd'hui, EDF est coté en bourse et certes, le capital est en grande partie capital de l'État, mais l'État doit redevenir propriétaire à 100% d'EDF pour pouvoir faire passer avant la rentabilité la sécurité. Alors ça c'est vrai pour toutes les énergies, mais c'est encore plus vrai pour l'énergie nucléaire et pour que les citoyens acceptent d'avoir cette énergie, il faut qu'on mette le paquet sur ça. Quand on voit aujourd'hui un certain nombre de centrales ou de travaux comme à Flamanville où il y a des équipes avec énormément de travailleurs détachés qui parlent énormément de langues, alors là Cazeneuve est intervenu sur ça, mais le fait de sous-traiter à toujours des sous-traitants moins disants en matière de prix, avec notamment des travailleurs détachés, ou en voulant optimiser les coûts, en disant « Ah ben non, cette cuve, il n'y a pas de trou, elle n'est pas fissurée, c'est juste une petite rayure. » Vouloir optimiser les coûts et vouloir faire passer la rentabilité en matière énergétique et en matière de nucléaire, c'est inacceptable. C'est pour ça qu'il nous faut un EDF 100% public. Et pour ce qui est des énergies renouvelables, on a aujourd'hui des très très bonnes filières existantes déjà ou en devenir, notamment donc, sur l'exploitation de la biomasse, sur tout ce qui est photovoltaïque. Et pour ces deux énergies par exemple, et notamment pour ce qui est du photovoltaïque, aujourd'hui, dans le modèle de libre-échange actuel, c'est quelque chose qui est impossible à généraliser ou à pousser beaucoup, puisque vous avez tous entendu parler des panneaux solaires chinois qui ont tué littéralement les industries allemandes de panneaux photovoltaïques. La structure de la concurrence s'est soldée par un deal entre les Chinois et les Allemands disant on peut continuer à vous exporter nos machines-outils et nos grosses berlines, et vous, c'est ok que ce soit vous qui tuez notre industrie de photovoltaïque sur le continent européen. Maintenant, on n'est pas d'accord avec ça. Toujours pareil, on veut remplacer le pétrole et le gaz par des panneaux photovoltaïques qui sont faits notamment beaucoup à base de silice, de sable et produits sur notre territoire. Donc ça, c'est quelque chose qui n'est pas négociable. L'énergie, depuis très longtemps, on a identifié ça comme un secteur stratégique où l'État stratège doit jouer pleinement son rôle. Donc, on a besoin de ce protectionnisme, et c'est pas juste. Quand on parle d'écologie patriote, quand on parle de souveraineté, c'est pas un slogan, c'est pas pour faire joli et pour dire toutes les pages de notre programme sont bleu, blanc, rouge. C'est juste que c'est pas possible de faire autrement et que n'importe quelle personne pragmatique, qu'elle soit europhile ou pas, ne peut que se rendre compte que dans les cartons européens actuels, il n'est pas possible de faire du vert avec la bannière étoilée bleue et jaune de l'Union européenne, parce que c'est complètement antinomique aujourd'hui. Je te passe la parole pour la suite. Alors merci à Eric d'avoir expliqué effectivement comment cette Union européenne et ce carcan européen effectivement est antinomique de toute capacité pour nos États et en particulier la France d'asssumer demain une véritable transition énergétique et écologique. C'est impossible parce que ça n'est pas un des buts poursuivis par cette Union européenne en décomposition et qui de toute manière n'aurait sans doute plus les moyens de financer une telle politique compte tenu de sa dette. Voilà. Marine Le Pen a une vision de l'écologie qui est tout à fait différente, qui encore une fois s'appuie sur l'État stratège, sur l'État aménageur de nos territoires, sur un État qui puisse vraiment impulser demain une vision volontariste, un volontarisme politique plus exactement. Eric vous a parlé de Fukushima, où il y a 6 ans, un tsunami, une catastrophe naturelle, un tsunami a enclenché, je crois, je ne sais pas si le réacteur a été détruit, il y a eu un accident nucléaire en tout cas, avec donc des radiations, avec une zone d'à peu près, je ne veux pas dire de bêtises, mais ça doit faire à peu près 50 km de côté, où c'est invivable. Vous pouvez y vivre, mais vous aurez des radiations mortelles. Donc il y a eu
être inhibant, parce qu'encore une fois, il peut se dire, moi, je ne veux pas d'un monde avec une énergie qui, semble-t-il, est dangereuse. Mais encore une fois, il faut raison garder, il faut faire de la politique, c'est-à-dire agir pour le bien de la cité, et la cité, elle demande une énergie moins chère, une énergie plus propre, une énergie qui, si possible, nous rende plus libres. Le nucléaire, c'est une de ces options. Alors, il ne faut pas en faire la panacée de tout, mais c'est quand même grâce au nucléaire, probablement, qu'en ce moment nous avons la lumière, du courant électrique, et que de toute manière, nous sommes une grande puissance à l'instant T. Je me permets juste de faire une insiste sur ça. Ce qui s'est passé au Japon est dramatique, mais il y a une chose qui est à noter quand même. Il y a énormément d'ONG financées par des fonds plus ou moins douteux qui sont là pour tuer la filière nucléaire française parce qu'elle fait partie de l'un de nos instruments de souveraineté et il y a un certain nombre de financeurs qui ne sont pas forcément d'accord avec ça. Et il faut faire attention avec différentes ONG. Certaines peuvent pousser des choix qui sont des choix sains et des bons choix, mais d'autres ont envie de liquider clairement notre filière vecteur de puissance qu'est le nucléaire. Et une chose qui est intéressante notamment au niveau du discours dominant dans certains pays, c'est qu'au Japon, le 11 mars, ils commémoraient les très très nombreux morts du tsunami. Il n'y a qu'à l'étranger en fait qu'on parle de Fukushima parce que c'est ce qui nous a le plus marqué dans notre imaginaire et c'est quelque chose d'absolument dramatique pour la région locale et pour le pays. Mais il ne faut pas perdre de vue que ça a été avant tout une catastrophe. Ce qui a le plus tué et ce qui avait fait le plus de dégâts, c'est malheureusement la nature et cette catastrophe naturelle. Et il faut faire attention de ne pas tomber dans le piège de se dire tiens, ça a juste été la centrale comme ça ou qu'il y a eu quelque chose. Non, il y a eu un tsunami comme il n'y en a pas eu depuis je ne sais pas combien de temps au Japon et c'est ça qui a fait le plus de mal. Il faut arrêter de croire que c'est quelque chose qui est transposable comme ça et qu'on pourra avoir un tsunami à Fessenheim notamment. Voilà, on vous parlera d'ailleurs de Fessenheim à la toute fin, en vous disant qu'on veut maintenir la centrale, bien sûr. Donc, comme l'a expliqué Eric, comment est-ce qu'on pourrait avoir une transition énergétique et écologique si demain on reste dans le carcan européen? C'est d'ailleurs quelque chose qu'il faudrait expliquer à M. Mélenchon. Alors je pense que M. Mélenchon, il sait très bien qu'il a tort, mais au moins ses soutiens, c'est qu'en voulant faire un prétendu plan B pour prétendument renégocier les traités européens ou prétendument changer d'Europe, on ne fait que du vent. Voilà. Et on n'arrivera jamais à changer l'Europe parce que, et c'est bien légitime, les intérêts des différents États européens, les intérêts des 28, sur les sujets de l'environnement, sur les sujets de l'énergie et sur tous les sujets politiques en général, et encore une fois c'est légitime, ces intérêts sont divergents. Il peut y avoir des blocs d'intérêts entre des pays qui sont à peu près égaux en niveau démographique, en niveau économique, et qui peut-être ont des liens culturels plus forts, mais encore une fois, les intérêts divergent et c'est bien légitime. Donc c'est inutile de prétendre sur un sujet comme l'environnement, sur un sujet comme le nucléaire, que demain les intérêts convergeront. Aujourd'hui, Jean-Luc Mélenchon a fait un petit peu sa mue éco-socialiste, entre guillemets, puisque Jean-Luc Mélenchon, c'est quelqu'un qui a parti lié avec le Parti communiste, qui historiquement est pro-nucléaire, parce que c'est ce qu'il veut, et puis son électorat aussi est très pro-nucléaire, selon des positions assez industrialistes. Aujourd'hui, Jean-Luc Mélenchon fait sa mue écolo. Il est éco-socialiste, et il nous dit fin progressive du nucléaire. Je ne sais plus si c'est horizon 2030 ou 2035, il ne veut plus le nucléaire en France. D'accord, mais il ne nous prétendra pas ensuite qu'il rendra la France plus indépendante. Parce que, encore une fois, le carcan européen, la Commission européenne, va lui empêcher de mettre ce projet à terme. Et c'est heureux d'ailleurs, parce que nous voulons qu'il y ait un nucléaire, encore une fois, civil et militaire. Je précise que Mélenchon, il est aussi contre le nucléaire militaire. Ça, je l'ai appris récemment, mais il est aussi pour un désarmement. Alors, ça se discute peut-être le désarmement, mais ça déséquilibre en tout cas notre pays, et c'est contre la politique étrangère qui est celle de la France depuis le général de Gaulle, qui est celle d'une stratégie tous azimuts, qui fait qu'on aurait, alors je sais que c'est un peu bizarre, mais on a une arme dont on n'a pas le droit de se servir, mais c'est quand même un puissant argument psychologique
pour que aucune puissance ne vienne nous chercher les coups. Voilà. Donc gardons le nucléaire civil, gardons le nucléaire militaire. Et écartons-nous des contradictions de Mélenchon et de quelques autres. Marine Le Pen, comme l'a dit Éric, veut conserver le contrôle de l'État français, veut rétablir plus exactement le contrôle de l'État français sur l'EDF, sur l'électricité de France. Cela nous sera impossible si nous restons dans l'Union européenne. Il faut, au minimum, au maximum, sortir de l'Union européenne. Il y a un article pour cela. Il faut sortir de l'Union européenne. Il y aura peut-être des négociations officiellement, mais je suis certain que le peuple, souverainement, par référendum, parce que Marine donnera le pouvoir au peuple dans un cadre référendaire, je suis certain que le peuple, il dira majoritairement non à l'Union européenne, comme le peuple a dit non en 2005 au traité sur une prétendue constitution européenne qui ne peut exister puisqu'il n'y a pas de peuple européen au singulier en tout cas. Il y a des peuples d'Europe, des peuples européens, mais il n'y a pas de peuple européen au singulier, il n'y a pas de citoyens, de citoyenneté européenne. Et Marine Le Pen, on pourrait lui dire, on lui dit déjà sur les plateaux télé, que sur le sujet du nucléaire et de l'énergie, comme sur tous les sujets en général, elle serait utopiste, qu'elle ne sait pas de quoi elle parle, parce que prétendument elle n'aurait jamais gouverné, comme si avoir gouverné était une qualité pour demain pouvoir gouverner à nouveau. Alors que la fausse alternance droite-gauche nous a prouvé depuis des décennies qu'avoir gouverné, ça n'est pas forcément une qualité, c'est bien souvent un défaut qui montre que l'on est incapable. Et Macron s'inscrit dans cette catégorie d'incapable. Il ne faut pas qu'il fasse oublier qu'il était encore, il y a un an de cela, un ministre de Hollande. Marine Le Pen, elle nous explique qu'elle va donc reprendre le contrôle d'EDF, que l'État va nationaliser d'EDF à 100%. Je pense qu'EDF actuellement est nationalisé à 85%, je voudrais pas dire, et public à 85%, je ne voudrais pas dire la bêtise, mais ce n'est pas entièrement public. On lui dit, on commence à lui dire à Marine, avant on ne s'intéressait pas à notre programme environnemental. Maintenant, on s'y intéresse, mais on cherche des... Et on commence à nous dire que ça n'est pas faisable, qu'aucun pays l'a fait. Eh bien, Éric vous a parlé de l'exemple de Fukushima. Fukushima, ça ne s'est pas passé n'importe où. Ça s'est passé au Japon. Les Japonais sont très soucieux d'avoir des dirigeants qui sont probes, qui sont moraux, qui ne volent pas dans la caisse et qui, s'ils faute, démissionnent. Alors je ne sais pas si le ministre de l'énergie japonais a démissionné, mais ce dont je suis certain, c'est que TEPCO, qui est l'opérateur industriel qui était exploitant de la centrale de Fukushima, TEPCO, il était privé, et en un an, il est devenu public, parce que le gouvernement japonais a dit ça suffit, le coût économique, environnemental de la catastrophe de Fukushima est exorbitant pour nos finances, et puis, pour exemple, nous allons appliquer une mesure de rétorsion qui sera votre nationalisation, exactement comme le général de Gaulle a fait en 1945 avec Renault, et c'est une très bonne chose. Alors je ne sais pas comment nous présenterons les choses à EDF en 2017, mais Marine nationalisera EDF au bénéfice de tous, au bénéfice de nos réseaux, de nos infrastructures, au bénéfice de nous tous qui utilisons EDF au quotidien, et au bénéfice finalement de l'image et de la stratégie industrielle de la France, au bénéfice de notre souveraineté au plan global. Parce que la souveraineté, c'est ni un petit truc qu'on met dans un programme, dans un coin de programme, et c'est ni un truc, il y a plusieurs souverainetés. Donc envisageons la souveraineté de manière exhaustive. Il n'y a pas que la souveraineté monétaire, il n'y a pas que la souveraineté territoriale, la souveraineté c'est un ensemble. Et nationaliser EDF, demain, ça participerait de cette souveraineté au pluriel que nous souhaitons. Et quant au contexte de la campagne présidentielle, il nous aide à mieux expliquer les choses aux Français. Voilà. Si on était en période non électorale, ce serait peut-être plus difficile d'expliquer ce que nous voulons expliquer. Mais la campagne présidentielle nous aide à montrer qu'un certain nombre des acteurs de cette campagne, sur le sujet de l'énergie, sur le sujet du nucléaire et sur bien d'autres sujets, ne sont pas cohérents à la fois vis-à-vis de leur choix passé en tant qu'acteurs du gouvernement de gauche ou de droite, de Hollande ou de Sarkozy, et puis ne sont pas cohérents au fil des jours entre leur position d'hier et leur position d'aujourd'hui. Par exemple, François Fillon, qui est encore, je crois, candidat de la droite, je ne sais pas si ça va durer, François Fillon, il a contribué
objectivement à ce qu'EDF soit moins libre qu'il ne l'était dans le passé. Puisque c'est sous le gouvernement de Nicolas Sarkozy et donc de François Fillon était son Premier ministre, entre 2007 et 2012, que la privatisation d'EDF s'est accélérée. Marine Le Pen, encore une fois, souhaite que EDF redevienne un pur service public, assurant la production et la distribution d'électricité, notamment l'électricité nucléaire, à faible prix aux entreprises et aux ménages et sans émission de dioxyde de carbone. Et en faisant le contraire, Fillon et Sarkozy n'ont pas qu'affaibli EDF en tant que service public, ils ont aussi affaibli sa sécurité, puisque c'est eux qui sont co-responsables du manque de sécurité récent de centrales nucléaires, et par conséquent, puisque un accident nucléaire, ça impacte au minimum un département, et je pense bien plus, ils sont responsables de la sécurité des Français, ces gens-là. Alors ne souhaitons pas qu'il y ait un problème, mais s'il y a un problème, les responsables, ce ne sera pas le Front National. D'ailleurs, je pense que les électeurs seront tranchés souverainement. Et cette volonté de Marine Le Pen, encore une fois, d'être volontariste sur le nucléaire, sur le terrain des énergies renouvelables, elle s'exprime aussi, Eric vous l'a présenté, sur le terrain de l'hydrogène. C'est notre mesure 134, puisque Marine veut soutenir une filière hydrogène française. L'hydrogène, c'est la voiture propre, c'est la voiture à pile à combustible. C'est autre chose que la voiture électrique que Ségolène Royal, ministre de l'Environnement, est actuellement en train de vouloir promouvoir, et c'est tout à fait autre chose. Puisque la filière hydrogène, comme Eric l'a expliqué, ça réduit vraiment notre dépendance au pétrole. La voiture électrique, c'est pas ça. Je ne dis pas que c'est forcément négatif, mais c'est très expérimental, c'est pas très productif. La filière hydrogène, c'est l'avenir. Tout comme, par exemple, on n'en a pas parlé, mais le nucléaire, ce qu'on appelle le nucléaire vert, le thorium, ce serait l'avenir. Et j'insiste sur le fait que le thorium, ça a été découvert par un Français, comme quoi nos scientifiques ne sont pas des idiots, contrairement à ce qu'on entend dans un certain nombre de commentaires que vous lisez. Le thorium, voilà, on n'a pas de pétrole, mais on a des idées, on a toujours eu des pionniers en sciences, et sur le plan industriel en général, sur le plan énergétique, nous aurons demain des pionniers. Ne croyez pas, mais je ne pense pas que vous croyez ces discours, mais peut-être que dans vos familles, dans vos entourages, il y a des gens qui, encore une fois, sont séduits par le Mélenchon, par Léon de service, et qui vous diront que les solutions ne sont qu'européennes, les solutions ne sont que mondiales, ou elles sont dans des partenariats ambigus, franco-allemands, franco-britanniques, ou je ne sais quoi. Les solutions, elles sont avant tout chez nous, elles sont parmi nos ingénieurs, qui sont des gens très formés, qui sont des gens très sérieux, et qui, demain, feront la France énergétique du XXIe siècle, qui sera tout à fait différente, évidemment, de ce qu'a prévu d'en faire François Hollande avec sa loi de transition énergétique, qui est du bricolage. Voilà. Qui est surtout du bricolage sur mesure pour les écologistes dont il avait besoin, par ailleurs, à titre d'allié politique. On ne fait pas une politique pour l'environnement ou pour quoi que ce soit en voulant rallier des gens qui représentent 2% de l'électorat. Ce n'est pas une vision acceptable de ce que doit être la France. La France ne peut pas se permettre ces alliances politiciennes qui ne sont pas à son niveau. Et comme l'a dit Eric, eh bien, sur un sujet comme l'hydrogène, il y aura, avec les stratèges de Marine, un bolus-malus entre voitures à essence et hydrogène pour faire petit à petit la conversion de notre parc automobile. Vous savez qu'on embête beaucoup les Français vis-à-vis du diesel, mais enfin on a quand même incité beaucoup les Français à prendre du diesel. Il serait peut-être temps de s'en rappeler. On les incitera petit à petit à changer leur parc. Avec les prêts à taux zéro, il y aura des incitations et des facilités pour acquérir des véhicules à hydrogène. Eric vous a parlé brièvement de cette nouvelle politique bancaire que nous aurons avec les prêts à taux zéro. Notez bien que si nous n'avions pas, avec cette loi de 1973, arrêté d'emprunter à la Banque de France à taux zéro, aujourd'hui la dette de la France ne serait pas 95% du PIB, ce serait 16% du PIB. Donc nous devons faire ces choses. Je peux pas être attends. Il ne me semble pas que Marine ne propose pas le bonus-malus comme tu dis, par contre elle proposera des primes à la casse pour changer le parc automobile. La transition énergétique et l'écologie en général ne doivent pas se faire sur le dos des classes populaires qui n'ont pas assez d'argent pour s'acheter un véhicule neuf ou un véhicule plus récent. Et précisément, si on veut justement permettre à chacun d'avoir de l'énergie moins chère et de rouler moins cher,
c'est aussi parce qu'on est conscient que la France périphérique, les 60% des personnes qui habitent loin des grandes agglomérations, sont les premiers concernés par les problématiques de transport automobile. Alors j'ai peut-être fait une erreur, on avait dû écrire ça dans un communiqué, puis ça n'a pas été repris. Alors, si j'ai fait une erreur, je le prie dans l'esprit. J'enchaîne rapidement sur le... Oui. Bon, on n'aura pas le temps de tout couvrir, mais pour que vous ayez un aperçu, je vais couvrir les autres sujets principaux de l'écologie du programme de Marine pour que vous en saisissiez un petit peu la teneur. Mais avant toute chose, j'ai retrouvé la partie pour comparer au programme de Macron et de Fillon, puisque comparer avec la gauche serait dérisoire par les temps qui courent. Donc, nous placerons la France en tête du combat contre les perturbateurs endocriniens et les pesticides. Aujourd'hui, toutes les réglementations sur les perturbateurs endocriniens et les pesticides, ça se passe au niveau de l'Union européenne. Et lui, il est pour toujours plus d'intégration européenne, il est pour toujours moins de souveraineté française et beaucoup plus de pouvoir pour la Commission européenne. Et nos députés européens défendent très bien notre position au Parlement européen, mais ce n'est pas suffisant malheureusement, parce qu'on n'a pas la majorité au Parlement européen. Si aujourd'hui on veut interdire les perturbateurs endocriniens, si aujourd'hui on veut interdire tel ou tel pesticide, c'est quelque chose qui n'est pas possible. Pareil pour les OGM. Marine veut interdire les OGM. Et bien aujourd'hui, au niveau de l'Union européenne, on a le droit d'interdire la culture d'OGM. Un pays peut interdire la culture d'OGM sur son sol. Ok, c'est très bien. Par contre, on n'est pas en mesure d'interdire les aliments issus de l'élevage nourri aux OGM, ni de produits OGM tout court, de culture OGM. Donc, c'est bien beau de dire à nos agriculteurs, vous êtes dans la concurrence internationale, d'autres pays peuvent cultiver tel ou tel produit OGM qui peuvent avoir une compétitivité économique. Par contre, la santé des consommateurs, ça sera la catastrophe, parce que les produits OGM, comme vous le savez, utilisent beaucoup de pesticides. C'est d'ailleurs l'un de leurs principaux objectifs. Et ça pose également un vrai problème en termes d'indépendance nationale. Donc, tous les candidats qui disent « je ne veux pas d'OGM, mais je reste dans l'Union européenne », c'est pareil, c'est des menteurs. Pour ce qui est du programme de Macron aussi, pareil. 50% des produits proposés dans les cantines d'ici 2022 doivent être bio, écologiques, issus de circuits courts. C'est pareil, c'est interdit ça, parce que dire ça, c'est aller aux antipodes de la concurrence libre et non faussée au niveau européen. Il faut bien se mettre en tête que l'Union européenne, la logique de l'Union européenne, c'est que pourquoi est-ce que quelqu'un qui habite à Saint-Nazaire aurait plus le droit de vendre à manger à des Nantais que quelqu'un qui habite en Lituanie? Alors j'ai rien contre les Lituaniens, mais c'est complètement le libre marché, le marché pour les grandes entreprises et pour les banques, c'est l'inverse des circuits courts que Marine a toujours proposé. Marine s'est toujours opposée au CETA, au TAFTA, contrairement à beaucoup d'autres, et à l'Union européenne. Donc c'est pareil, ça c'est le genre de proposition qui est une proposition fantaisiste. Autre exemple, Marine veut interdire le gaz de schiste, l'exploitation de gaz de schiste sur notre sol, parce que déjà c'est beaucoup moins rentable que ce qu'on pouvait le penser il y a encore 10 ans. Les exploitations de gaz de schiste aux États-Unis se sont littéralement effondrées, puisque ça a été beaucoup moins rentable que prévu. Ça a détruit pour des très longues périodes les nappes phréatiques, ça a détruit les paysages pour seulement 1 à 2 ans d'exploitation. Et bien ça, on n'en veut pas chez nous. Et bien, des candidats comme Fillon sont favorables au gaz de schiste, il faut le savoir, et sont favorables au fait de retirer dans la Constitution française le principe de précaution. Alors, principe de précaution, parfois, c'est utilisé à tort et à travers, mais sur des choses aussi élémentaires que les perturbateurs endocriniens, les pesticides et le gaz de schiste, si on doit attendre qu'il y ait des études scientifiques avec 30 ans de recul qui nous disent qu'effectivement c'est dangereux, et ben on aura déjà eu le temps d'empoisonner tout le monde. Donc il est indispensable de défendre cette mesure qui est une mesure de bon sens et qui est nécessaire pour avancer. Voilà pour ce qui est de Macron et de Fillon par exemple. Bon, pour ce qui est des circuits courts et de la politique commerciale internationale, ça je pense que vous suivez Marine depuis un certain temps, donc vous savez déjà ce qu'elle veut en matière de protectionnisme intelligent, de patriotisme économique. Là maintenant on a eu l'occasion de vous en décrire. Je ne sais pas si tu as encore d'autres choses à présenter. Il y a énormément de sujets, mais notamment
les questions de l'indépendance et de l'énergie sont centrales au niveau du programme écolo de Marine. Ça nous donnera la souveraineté, ça nous permettra de nous projeter et d'avoir des filières industrielles pour ce 21e siècle et d'arrêter de vivre, avec les énergies du 20e siècle. Tout bouge, et il faut se préparer à l'avenir, et c'est ça qui est résolument moderne. Quand un Mélenchon ou un Macron voudrait qu'on revienne avec les énergies du 19e siècle, qu'un Fillon voudrait qu'on reste dans les énergies du 20e siècle, et nous on veut aller de l'avant et prendre les avantages que nous propose la recherche technologique aujourd'hui et les inconvénients, avec tout ce qu'ils ont de positif comme négatif, mais il faut avancer, il faut arrêter d'être dans le déni des soucis environnementaux qui existent aujourd'hui, des soucis sanitaires qui existent aujourd'hui, et tout le monde est là pour préparer l'avenir de son pays et l'avenir de ses enfants. Ça passe évidemment en ayant bien en tête que les questions de l'écologie sont des questions absolument très importantes, et que seule Marine Le Pen, parce que c'est la seule qui sera souveraine, alors vous pourrez me dire qu'il pourrait y avoir un Nicolas Dupont-Aignan qui veut aussi se libérer de l'Union Européenne, mais il ne sera jamais élu, et en plus il est de moins en moins clair sur tout ça, donc il est sympathique, mais tout ça, ça ne sera que littérature et que accessoire d'un côté. Donc le vote utile au niveau de l'écologie, c'est Marine Le Pen, et cette année, j'en suis certain, on arrivera à la faire élire à la présidence et on lui donnera une majorité aux législatives, y compris dans l'Ouest. Et c'est la meilleure chose à faire pour préserver notre environnement, notre nature, nos santé et nos emplois en France. Merci Eric d'avoir rappelé encore une fois la position de Marine sur les grands sujets de l'environnement. Effectivement, les gens qui sont contre Marine ne sont pas sérieux. Ils ne sont pas sérieux, y compris dans leur manière dont ils ont pu, ces dernières semaines, présenter leur programme environnemental. Il était beaucoup question à cette conférence de la manière dont Macron avait essayé de faire de l'écologie politique. Je signale quand même, pour l'avoir vu sur Internet, que M. Macron n'a pas fait, alors je ne dis pas qu'il faut faire toujours comme Marine, même si je pense que Marine a bien fait les choses en faisant une grande conférence télématique. Macron, il n'a pas tout à fait ça. Il n'a pas tout à fait fait ça. Macron, il a été prendre la parole, c'est son droit, mais il a été prendre la parole à une espèce de chat vidéo du WWF. WWF, c'est une ONG qui s'occupe de la défense de la nature et des animaux. Et puis, il a dérivé comme ça en répondant aux questions des internautes. Il n'était pas dans une vision proactive de son programme. D'ailleurs, Macron n'a pas de programme. Il nous explique qu'on s'en fout du programme. Ce qui est important, c'est la vision et son projet. Voilà, il le dit en hurlant. Ça n'est pas la vision de Marine qui a... Voilà, il faut qu'on porte le projet collectivement. Bizarrement, j'ai décidé qu'on allait créer un parti. Mais tout ça n'est pas très clair. Marine, elle est claire. Elle écrit les choses sur le papier. Qui est recyclé peut-être, je ne sais pas, mais elle écrit les choses sur le papier. Elle met au clair ses 144 engagements, dont une douzaine de grands engagements sur l'écologie et l'énergie. Macron, il n'est pas dans cette optique-là. Il a répondu à des questions en faisant bien attention de ménager sa gauche, en quelque sorte, de ménager M. de Rugy, dont il avait besoin de l'alliance, alors que M. de Rugy, il y a 6 mois de cela, disait pique-pendre de Macron. Ça n'est pas important pour Macron qui se préserve comme ça un électorat vert à coup de frais. Si vous avez des proches ou des membres de votre, pas de votre famille, a priori, mais des proches, des amis qui pourraient être séduits par le dynamisme, la jeunesse ou le jeunisme de Macron sur des sujets comme l'écologie, dites-leur qu'il ne faut pas se laisser prendre au piège. Voilà, donc Marine, elle a présenté son programme, on vous le présente ici localement. L'important, naturellement, c'est de voter le 23 avril et le 7 mai. D'ici là, il y aura d'autres rendez-vous de notre Fédération Loire-Atlantique. On est très content que vous soyez venus, plutôt nombreux. Moi, je crois que pour avoir fait quelques réunions du collectif à Nantes, on n'a jamais été aussi nombreux. On est d'habitude quand même beaucoup moins nombreux, il faut le dire. Merci de votre venue. Et si vous le voulez bien, on va engager avec Eric un temps d'échange qui, j'espère, sera fructueux. On va prendre quelques questions. Ouais. Ce que je vous propose, c'est qu'on prenne quelques questions des uns et des autres, et puis après, pour ne pas s'éterniser, ceux qui souhaiteront partir ou qui devront partir, partiront, il n'y a pas de souci. Mais par contre, on restera ici pour répondre à des questions individuelles. Sur un point précis, sur les éoliennes qui dénaturent le paysage, Marine a été très claire sur le sujet. Elle propose un moratoire sur les nouvelles installations de l'énergie éolienne, que ce soit terrestre ou en mer, avec notamment pour cause les soucis d'acceptabilité
d'acceptabilité locale, de non-transparence sur la redistribution des gains issus de cette énergie, et de démocratie locale aussi, puisque les fois, et beaucoup j'habite dans la Somme, alors moi j'habite dans la Somme à 1700 mètres de 4 éoliennes. Moi à titre personnel, j'en ai pas de nuisance, mais à chaque fois dans mon département en tout cas, qu'il y a une consultation faite en mairie sur pour ou contre ce projet, à chaque fois il y a 80-90% contre, et on envoie les citoyens balader avec la préfecture qui fait tout passer en force. Donc dans les conditions actuelles, Marine propose un moratoire. Oui, je voulais apporter... Monsieur le membre fondateur du collectif Voilà, Nouvelle Écologie. je voulais apporter une précision. Donc effectivement, je suis Jérôme Boucher, donc j'ai participé au collectif Nouvelle Écologie. Ce qui est intéressant d'ailleurs, c'est on était plusieurs de terrain, je dirais, moi je travaille un peu dans le photovoltaïque. Le collectif Nouvelle Écologie, ça a été des acteurs qui ont contribué, des acteurs de terrain qui ont vraiment contribué au programme. Ça, c'est quelque chose qu'il faut souligner. J'ai deux petites précisions à vous demander. Enfin, la première, c'est il faut savoir quand même que le développement d'énergie renouvelable, ça peut créer beaucoup d'emplois. On parle de 400 000 en Allemagne, enfin on n'est pas sur le schéma allemand, mais voilà, ça vous en avez peut-être pas parlé, il y a vraiment un potentiel énorme. Ce que je voulais savoir, c'est par rapport au nucléaire, par rapport au carénage, quel est le schéma dans le temps je dirais de diminution du nucléaire et de montée en puissance des énergies renouvelables? Est-ce que ça a été un petit peu un peu plus chiffré, de manière un peu plus précise, c'est-à-dire le fait d'utiliser un peu moins de nucléaire et en contrepartie que les énergies renouvelables soient qu'il faut savoir. Ça n'a pas été présenté dans les propositions de Marine. Oui. Par contre, il y a le livre de Philippe Murer que je vous conseille tous, qui s'appelle La transition énergétique. Donc Philippe Murer, qui est président du collectif Nouvelle Écologie, qui est également membre du conseil stratégique de Marine Le Pen et qui est économiste et qui travaille pour Marine sur les sujets d'écologie en première ligne. Et dans son livre, donc il a travaillé sur la transition énergétique, sur son projet de création d'emplois notamment. Et en la matière, alors ce livre est une source d'inspiration, mais c'est pas, il n'engage pas Marine Le Pen sur ce sujet-là. Dans les 144 propositions de Marine, ce calendrier n'est pas évoqué, mais la philosophie générale, c'est que d'abord, on passe nos importations d'hydrocarbures de 60 milliards à un chiffre dérisoire. Ensuite, on pourra discuter, mais de toute façon, les plans sur trop d'années avec trop de choses différentes, des évolutions techniques, il y aura des évolutions techniques. Donc, on n'est pas capable, même si on voulait donner des chiffres, ça ne serait pas respecté de toute façon, même avec toute la bonne foi qu'on pourrait avoir. Et Dieu sait si on est les candidats de la bonne foi et de la vérité. Mais en l'occurrence, d'abord décarboner, ensuite on pourra réfléchir, mais c'est vraiment pas la priorité. Moi, il me semble que si on n'a pas chiffré, si on n'a pas daté, pour autant on a une philosophie qui est très différente sur ce sujet. C'est-à-dire que les autres candidats vont peut-être chiffrer précisément et dater précisément. Nous, on va plutôt dire les faits précisément, et on va dire deux choses, me semble-t-il. C'est que d'une part, Marine lancera ses politiques en 2017 et qu'elles commenceront à avoir des effets en 2022. Pour certaines, elles seront pleinement opérantes avant, mais pour certaines, elles commenceront à avoir des effets. Typiquement sur des sujets comme l'énergie, je ne pense pas que les effets soient de court terme. Mais précisément, ce n'est pas forcément ce que nous recherchons, parce que nous ne plaçons pas notre action dans le cadre minimaliste d'un quinquennat. On n'est pas en train de construire la France à horizon 2022. Là, on fait en sorte qu'en 2050, c'est-à-dire à l'échelle de la génération humaine qui naît à l'instant T, cette génération puisse notamment avoir cette énergie plus sûre, moins chère et qui nous rende moins dépendants. En fait, il y a deux choses. Il y a une philosophie à défaut d'avoir des Il y a la philosophie dont parle très bien Gauthier, mais donc il y a l'idée de dire il y a les projets industriels de vraiment très long terme qui effectivement mettent un certain temps à se mettre en place. C'est le cas pour le grand carénage, c'est le cas pour le développement de filières combustible hydrogène avec toutes les applications automobiles notamment qui y sont liées. Ça prend un certain temps. Oui. Et c'est parce que ça prend un certain temps qu'il y a besoin de l'État pour montrer la direction. Tout à fait. Par contre, photovoltaïque, biomasse notamment, et isolation des bâtiments, ça c'est des choses. Alors il y a besoin de développer
formation professionnelle pour toutes ces filières, mais c'est quelque chose qui, à partir du moment où on appuie sur le bouton, du financement notamment, et de la loi, est mis en place très rapidement et aura des implications concrètes avant la fin du quinquennat de Marine Le Pen. Il faut savoir qu'il y avait une filière française de photovoltaïque, de panneaux, qui a été détruite complètement par les décisions des gouvernements Fillon et Hollande. Ils sont complètement détruits. Et il y a un potentiel d'emploi, c'est ça que je voulais... Voilà, il y a vraiment un potentiel dans les énergies renouvelables, d'emploi très important. J'en profite pour faire un encart publicitaire aujourd'hui. J'ai embauché donc, qui est membre fondateur du collectif, qui est du Morbihan, qui a écrit un livre, qui n'est pas un livre programmatique qui engage Marine Le Pen, mais un livre qui donne une philosophie très intéressante de la façon de voir l'écologie du point de vue patriote. Et je vous encourage à aller lui parler. Il a ramené d'ailleurs, je crois, c'est des exemplaires de son livre, donc il n'y a pas de souci. Peut-être une dernière question et ensuite... Oui. Donc moi j'avais une question pour savoir la transition énergétique proposée par Marine, la proportion d'emplois que cela créerait. Alors Philippe Murer l'a chiffré à 1 million d'emplois dans les 15 ans à venir. Parce que ne serait-ce que l'isolation et produire nos capacités de production électrique en local, c'est gigantesque. Et ça permet à la fois à des jeunes ou à des personnes qui cherchent un emploi de se former avec des niveaux de durée de formation très très différentes, mais avec notamment un certain nombre d'emplois qui commencent sans avoir trop de qualifications trop longues à acquérir, mais en même temps de créer des emplois durables avec des ouvriers, des techniciens à haute valeur ajoutée.